Tu as des contacts parmi les Palestiniens et donc... Ce que je vois, c'est... En plus, tu es venu habillé en conséquence. Oui, j'ai quand même pris mon... On a compris que tu voulais parler c'est un peu le sujet central. J'ai plus de voix parce que je passe ma vie dans les manifs. Alors, ce qui est en train de se passer dans la région, déjà, c'est historique. C'est absolument incroyable. Le coup qui a été porté par la résistance palestinienne à l'armée israélienne, c'est à l'armée d'occupation israélienne, c'est du jamais vu. C'est-à-dire que là, ils en sont au stade où ils ont dû appeler leurs réservistes. Enfin, c'est le branle-bas de combat, ils sont en panique. Et même si Gaza se fait bombarder de manière absolument inhumaine, ce qu'on voit du côté des Palestiniens et globalement de tout l'axe de la résistance, je vais revenir un peu sur cette notion, c'est vraiment un sentiment déjà de victoire, quoi. Il y a déjà un sentiment de victoire, c'est-à-dire que pour eux, ils ont déjà fait une première victoire en leur première opération où ils ont montré à Tzahal, donc à l'armée israélienne, qu'ils n'étaient pas invincibles. Ensuite, deuxième victoire parce que l'armée israélienne n'a pas su répondre. En fait, la seule chose qu'ils savent faire, c'est bombarder comme des gros porcs. Et ça, en quelque sorte, c'est aussi une victoire. Ça veut dire vous n'arrivez pas à prendre la ville. La seule chose que vous arriverez à prendre, en fait, c'est des ruines. Et même les territoires qui ont été où les combattants palestiniens se sont en Israël où ils ont été, il a fallu plusieurs jours pour qu'ils aient été repris par Tzahal quand même. Oui, et encore tous ne le sont pas. Et alors en plus, là ce que l'armée israélienne est en train de se rendre compte, c'est qu'ils sont incapables de tenir plusieurs fronts à la fois. Et donc ils ont le front contre Gaza, ils ont le front contre la Cisjordanie. Au nord, ils ont quand même les attaques assez importantes du Hezbollah au nord d'Israël, donc le sud du Liban. Et maintenant, ce qu'ils sont en train aussi de devoir affronter, c'est des tirs de missiles de la part du Yémen. Il faut savoir que le Yémen, donc le Yémen du Sud, sont vraiment complètement alignés avec la cause palestinienne. En fait, il y a une chose qui est très importante pour analyser la région, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Donc l'axe de la résistance, c'est la construction qui a été faite par notamment un personnage très important, un Iranien qui s'appelle Qassem Soleimani, qui a eu l'intelligence de comprendre... Qui a été assassiné dans un... Qui a été assassiné par les États-Unis... à l'époque de Trump, oui. Ouais, je pense que c'est un drone qui est arrivé et qui lui a... Il était en déplacement en Irak, je crois, et les Américains se sont autorisés à envoyer des drones pour bombarder le village où il était. Exactement. C'était un coup hallucinant. Et oui, parce que alors au Moyen-Orient, le coût de la vie pour un occidental, visiblement, c'est pas cher. Et donc, il a été visé, pas pour rien, Qassem Soleimani. C'est-à-dire qu'il est l'architecte de cette chose qui est l'axe de la résistance, et qui est en gros un axe anti-impérialiste qui va réunir des mouvements et des pays extrêmement différents, et avec cette même ambition de dire on a un ennemi commun et on va réussir à créer l'unité malgré toutes nos différences pour pouvoir lutter ensemble. Et donc dans cet axe de la résistance, tu as évidemment l'Iran qui a son régime d'ayatollah, ce gouvernement d'ayatollah qui est tout très particulier. Et tu vas retrouver par exemple la Syrie. La Syrie a été complètement diabolisée, ce qui fait que nous, en Europe, on a du mal à savoir exactement ce que c'est la Syrie. Mais en fait, la Syrie, c'est un État pluraliste, laïque, athée. Bachar al-Assad, il faut voir son épouse, il y a pas longtemps, il a fait une visite en Chine. C'est une très belle femme qui était qui était extrêmement féminine, sexy. Enfin voilà. Donc on est très très loin de l'Iran quand tu regardes. Oui, c'est le seul pays qui reste héritier, avec peut-être l'Algérie, enfin encore que, de tout ce qui a été le nationalisme arabe. Oui, le nationalisme arabe. Et il y avait l'Irak quand même aussi parce que là aussi Saddam Hussein. Oui, il y avait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
Donc il y a effectivement, oui, c'est ce panarabisme, ce nationalisme arabe avec... qui était progressiste et plutôt socialiste. Voilà, une dimension très sociale, parce que ça c'est une chose que même aujourd'hui encore, les soins de santé sont gratuits en Syrie, ou très très bon marché, enfin ultra financé par l'État. C'est un État, il y avait un État social en Syrie. Je ne dis pas que l'État était parfait, l'État syrien était parfait, mais c'était un État pluraliste, laïque, un État social, progressiste, etc. Donc dans cette alliance, tu as la Syrie, on va rester dans les pays, on va dire, de gauche, tu as le sud du Yémen qui a été un pays communiste en fait, vraiment socialiste communiste, et qui a gardé cette fibre très forte et qui a été en guerre pendant longtemps d'ailleurs avec l'Arabie Saoudite, et c'est la Chine qui a fait signer un traité de paix. Tu as tout un tas de factions irakiennes très différentes. Tu as des chiites en Irak, donc les Iraniens sont des chiites, c'est pas des Arabes d'ailleurs, ce sont des Perses. Tu as des chiites en Irak, mais tu as aussi des factions... alors je me perds parce qu'il y en a tellement, mais tu as des factions qui sont pas complètement alignées avec l'Iran, voilà, qui sont très différentes, qui sont plus ou moins religieuses aussi, parce que le poids de la religion est plus ou moins important en fait dans ces... typiquement en Syrie, il est absolument, presque absent. Je veux dire, oui, c'est la tradition musulmane, mais enfin, il y a beaucoup de chrétiens d'ailleurs en Syrie aussi. T'as la Palestine évidemment, avec, alors il y a beaucoup de groupes différents en Palestine. T'as le Hamas aujourd'hui dont on parle tout le temps, t'as le djihad islamique, donc ces deux groupes qui sont sunnites. Pour le Hamas même, qui a des connexions fortes avec les frères musulmans, le djihad islamique, je crois qu'aussi, mais ils ont pris beaucoup leur distance et ils sont beaucoup plus rapprochés de l'Iran et du Hezbollah. Tu as le Hezbollah évidemment au Liban. Pour revenir sur la Palestine, tu as aussi le FPLP, donc c'est un groupe, un parti politique avec sa branche armée marxiste-léniniste, communiste. Au Liban, tu as le Hezbollah, mais tu as aussi d'autres groupes, principalement le Hezbollah, qui sont chiites. Donc tu as vraiment l'axe de la résistance. Ce sont des groupes qui sont très très variés, soit religieux... donc toutes les organisations que tu as citées font partie de cet axe de la résistance. Tout ça fait partie de l'axe de la résistance. Donc tu retrouves des communistes, des religieux chiites, des religieux sunnites, des panarabes, des groupes panarabes, des laïcs, enfin tu retrouves de tout, vraiment de tout dans l'axe de la résistance, avec cet objectif commun de lutter contre deux choses, l'impérialisme états-unien et le sionisme, qui sont plus ou moins la même chose dans la région. Et donc, ce qui s'est passé le 7 octobre avec l'opération Déluge Al-Aqsa, je ne sais pas si on va rentrer dans les détails, mais en gros, j'incite tout le monde à être super précautionneux sur ce qu'ils entendent dans la presse, parce qu'en fait, le coup des terroristes sanguinaires, c'est quand même une narration qu'il faut remettre en question. Oui, en plus, il y a quand même eu très peu d'images par rapport à ça. Il y a eu très peu d'images, il y a eu le fait que l'armée israélienne a été en panique totale, et en fait il y a eu beaucoup de tirs amis en fait, et du coup beaucoup d'Israéliens qui ont été tués par leur propre armée. Tu as aussi une doctrine militaire israélienne qui dit on ne veut pas de prisonniers parce qu'ils ne veulent pas faire d'échange de prisonniers, du coup ils préfèrent tuer les leurs donc quand ils sont en train de se faire prendre, ils peuvent décider de les assassiner. Alors je dis pas que le Hamas ils sont pas arrivés avec des fleurs, hein, ça c'est clair, mais les exactions voilà, il faut remettre un petit peu en perspective, déjà avec ce que eux subissent, avec le fait qu'ils n'ont pas été responsables de toute la violence, et aussi par le fait que ce dont eux avaient besoin au départ, c'était de faire des prisonniers pour pouvoir négocier, pour libérer leurs propres prisonniers en fait. Et du coup, ils sont arrivés dans des colonies. Oui, je crois qu'il y a 3-4 000 prisonniers palestiniens. C'est énorme la quantité de prisonniers. Dont des mineurs d'ailleurs. Ouais, oui. Mais et alors, bon, état de droit zéro en Israël sur les prisonniers, donc voilà. Et voilà, je pourrais en parler des heures, mais... Oui, c'est ça, ouais. Peut-être, moi j'avais pointé
2 questions. Expliquer pourquoi le Hamas a attaqué, enfin pourquoi maintenant ou... Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une question qui est importante, qu'il faut un peu... Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Hamas a attaqué le 7 octobre. La première chose, c'est que le Hamas a décidé d'attaquer de manière complètement autonome. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a été planifié ni avec l'Iran, ni avec le Hezbollah. Oui, je crois que Washington a confirmé que l'Iran n'a rien à voir, par exemple. Ouais. Au début, tout le monde s'est précipité contre l'Iran, mais clairement, enfin, ils ont été... Ils ont été surpris, le Hezbollah a été surpris, et même les autres groupes palestiniens ont été surpris. Et... c'est une opération militaire extrêmement bien planifiée. Ils ont mis 2 ans à la planifier. Ça veut dire que pendant 2 ans aussi, ils ont accumulé des missiles. C'était vraiment une très très grande réussite d'un point de vue militaire. Et en fait, ils ont choisi d'intervenir à ce moment-là pour plusieurs raisons. Bon, la première, c'est parce qu'ils étaient prêts, tout simplement. C'est-à-dire que ça faisait 2 ans qu'ils planifiaient, et là, ils ont dit, ok, là, on est prêt pour lancer l'opération. Il y avait d'autres raisons aussi. Une raison qui devenait urgente et qu'on a un peu de mal à comprendre en Europe parce qu'on a perdu un peu le sentiment religieux. Mais il faut savoir que la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem, c'est un des grands lieux saints de l'islam, c'est-à-dire qu'elle est aussi importante que la Mecque. Ici, on connaît surtout la Mecque. Et en fait, le régime sioniste de Netanyahou est rentré dans un délire complètement religieux ces derniers temps. Et donc, ils ont décidé de créer leur 3e temple sur le site de la mosquée d'Al-Aqsa. Et donc, on voyait se répéter de plus en plus... De reconstruire. De reconstruire, oui, de reconstruire. Parce qu'il paraît qu'ils étaient là avant tout le monde. Ils l'ont pas trouvé, en fait, mais il paraît que c'était l'emplacement du temple. mais je crois qu'ils n'ont même pas de preuves archéologiques. Oui, bon, de toute façon, ouais. Non, ils sont dans un délire pour même en sortir. Justement, je crois qu'un des trucs qui énervait les musulmans, c'est qu'ils creusaient sous la mosquée pour essayer de retrouver des... Ouais. Oui, du coup, ils cassaient la mosquée. Voilà, ils cassaient la mosquée, et puis en plus, ils agressaient... Alors, tu sais, dans le grand courage, en plus, que peuvent avoir les soldats israéliens, parce qu'en fait, ils sont forts pour aller tuer des gens en appuyant sur des boutons, enfermer des enfants et des femmes, et là, ils frappaient des femmes, etc. Ils multipliaient les provocations en agressant les gens qui allaient prier à la mosquée, etc. Oui, on rappellera que la deuxième intifada a commencé lorsque Ariel Sharon a déboulé sur l'esplanade des mosquées. Donc, les Israéliens savent très très bien que c'est le truc à pas faire. C'est ça. C'est ça, ils savent ils savent qu'ils sont en train de provoquer de manière violente. Donc ça, c'est une des raisons. C'est une deuxième raison qui est moins religieuse, qui était que Netanyahou était aussi en train de lancer un plan de colonisation accéléré, en fait, du peu qui restait encore aux Palestiniens, et donc on voyait se multiplier en Cisjordanie les opérations de colonisation, avec l'année dernière à Jénine des éclats sanglants qui se multipliaient. Et puis parallèlement, il y a... Oui, qui sont en train d'accélérer d'ailleurs. Et donc des installations de colons dans tous les sens. Et donc, très concrètement, ça veut dire qu'on en arrivait à un stade où non seulement il n'y avait plus de terre pour les Palestiniens, mais il n'y avait plus de Palestiniens sur leur terre non plus, quoi. C'était si on utilise le mot de génocide souvent à tort et à travers, dans le cadre de la Palestine, là, quand même... C'est ça qui est en train de se passer. Je ne suis pas très juriste, mais c'est pas génocide, au moins épuration ethnique. Épuration ethnique, ça c'est clair. Parce que épuration ethnique, ça peut être simplement évacuer les gens d'un territoire. Et j'ai souvent entendu les Palestiniens s'énerver en disant c'est un état d'apartheid. Parce qu'en fait, ça va bien au-delà de l'apartheid. Il y a vraiment une dimension d'épuration ethnique de la région. Et ce qui est complètement de la propagande, parce qu'en fait cette idée qu'il y aurait 2 peuples qui se feraient front, mais c'est faux. La Palestine, et c'est pour ça aussi je parlais pour la Syrie d'État plurinational, pluriethnique, etc. Mais la Palestine c'est pareil, t'as des centaines de peuples différents en Palestine, aussi, au Liban aussi, en Palestine. On connaît tous l'histoire du Samaritain. Les Samaritains, c'est un des peuples de la région, mais t'as des centaines de peuples différents en fait en Palestine. C'est pas les Juifs et les Arabes, c'est
c'est une grande multiplicité qui vivaient tous très bien avant 48. Plus ou moins. Bon, il y avait les Anglais qui foutaient la merde, mais il y avait un État pour tous ces peuples-là. C'était comme ça que ça marchait. Tout ça pour dire que je ne suis pas pour une solution à 2 États en Palestine. Je pense qu'il faut qu'il y ait un État palestinien. Je veux dire, on n'accepterait jamais de dire l'Algérie, il aurait fallu que la France reste pour sauver les Français, parce que les Algériens sont incapables de gérer... Non, mais c'est-à-dire qu'Israël est par essence un État juif. Ben c'est un projet juif. C'est un projet sioniste, un projet d'épuration. Oui, enfin, donc tous les juifs ne s'y retrouvent pas, mais en tout cas, je veux dire, le but d'Israël, c'est d'accueillir les juifs. Oui. Alors qu'un État palestinien serait un État complètement plurinational. C'est ça, qui accueillerait des juifs, mais pas que. C'est ça, voilà. Ouais. Dans la population palestinienne, je crois qu'il y a 15% de chrétiens. Oui. Donc il y a plusieurs peuples, mais même au niveau religieux. Ils sont en train, là, avec les bombardements à Gaza, ils sont en train d'éliminer des ethnies qui sont en lignée directe avec Jésus, par exemple. Ils sont en train de les éliminer. Donc, il restait 15% de chrétiens, mais ils sont de moins en moins nombreux. Et donc pour revenir sur les causes du 7 octobre, de pourquoi est-ce que le Hamas a lancé son opération, donc il y a cette dimension d'épuration ethnique qui atteignaient vraiment des niveaux très graves. Et puis il y avait une dimension aussi plus géopolitique, qui était une tension dans la région entre soit une normalisation des relations avec Israël, soit une normalisation des relations avec l'Iran. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis avaient fait des rencontres entre leurs ministres respectifs avec Israël et étaient en train d'envisager une normalisation des relations avec Israël. Oui, c'est les accords d'Abraham signés avec Trump, voilà. À l'époque de Trump. Et en fait, on voit que ça reste quelque chose d'important pour eux, parce que par exemple, aujourd'hui le Yémen envoie des missiles en Palestine et l'Arabie Saoudite met sa défense aérienne au service d'Israël en empêchant les missiles de passer. Donc il y a cette alliance qui est en train de se cristalliser de plus en plus entre l'Arabie Saoudite et Israël. Et à côté de ça, la Chine a fait bouger beaucoup de lignes aussi dans la région, parce que la Chine a fait se rencontrer l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui avaient complètement rompu leurs relations diplomatiques. Et on a vu une ambassade iranienne se réouvrir en Arabie Saoudite. Pareil, on a vu la Syrie qui avait été exclue de la Ligue arabe, dans laquelle l'Arabie Saoudite occupe une place importante. La Syrie a été réintégrée dans la Ligue arabe. Il y a eu aussi des rencontres au plus haut niveau de l'État entre la Syrie et l'Arabie Saoudite. La guerre qu'il y avait entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, un traité de paix a été signé, encadré par la Chine. Donc tu avais la Chine et la Russie qui mettaient leur poids diplomatique et leur poids stabilisateur, en gros, pour apaiser la région, pour des raisons diverses et variées. Une des raisons, c'est que la Chine a besoin de... sécuriser ses voies commerciales. Ben oui, bien sûr. Et en fait, la Chine a besoin de la paix pour faire son commerce. Et puis surtout aussi, la Chine et la Russie apparaissent tous les deux comme un acteur crédible de stabilisation. Et donc on a cette tension en fait dans la région entre la voie du chaos incarnée par les États-Unis et la voie de la stabilisation incarnée par la Chine et la Russie. Et pour aller encore plus rajouter un élément de plus, les BRICS se sont élargis cet été, et parmi les nouveaux adhérents aux BRICS, il y a l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, donc ces gens-là vont se parler au sein des BRICS, l'Égypte,
l'Éthiopie et l'Argentine, je pense pas que j'en oublie. Non. Mais en tout cas, alors, il y a tous les grands pays producteurs de pétrole dans les BRICS. Hein. 80% de la production mondiale de pétrole. Voilà. Il manque le Venezuela, mais ils vont les intégrer rapidement. Et donc voilà, on a à la fois la construction de ce monde multipolaire avec l'intégration dans les BRICS de l'Iran, de l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ce qui va quand même modifier, c'est un facteur de stabilisation dans la région. Mais évidemment, tu as les États-Unis qui sont absolument contre ça et qui eux, ont besoin que la guerre... Donc il y avait des tensions qui étaient en train de monter de plus en plus, en fait, à cause du fait qu'il y avait une normalisation avec l'Iran qui était en marche. Et du coup, l'opération Déluge d'Al-Aqsa, elle a lieu dans ce cadre-là, de dire... c'est un coup de pression supplémentaire, en fait, qui est fait sur les États arabes, de dire il est hors de question que vous normalisiez vos relations avec Israël. Parce que, comme je le disais, il y a vraiment une dimension religieuse très importante dans la défense de la Palestine, et c'est parce que c'est aussi la défense de la mosquée d'Al-Aqsa. Al-Aqsa ne peut pas être en terre israélienne, ce serait une défaite vraiment importante pour les musulmans. Oui, d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, c'est le problème de la mosquée d'Al-Aqsa, le contrôle de la mosquée d'Al-Aqsa, qui a empêché l'Arabie de signer, puisque eux, ils sont responsables en tant que pays, terre d'islam, de la mosquée. C'est ça. Donc ils peuvent, c'est vraiment une contrainte importante. Mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, on l'appelle. Quoi ? Mosquée Al-Aqsa qui est à Jérusalem. Qui est à Jérusalem, ouais. Donc voilà, ça c'est le cadre. Donc en gros, il y a trois choses. Il y a les délires religieux de Netanyahou qui veut s'emparer de la mosquée et détruire la mosquée d'Al-Aqsa, l'épuration ethnique qui a atteint un niveau extrême et de colonisation qui a atteint un niveau extrême, et puis le contexte plus géopolitique de tension entre normalisation ou avec Israël ou avec l'Iran. Parce que c'est pas possible de faire les deux en même temps. Et une autre question qui est un peu liée, par rapport au risque d'embrasement en fait régional, c'est difficile. C'est un peu comme la guerre en Ukraine. Donc, on sentait que pendant depuis presque 2 ans, on est au bord de la rupture. On nous faisait tout le temps peur avec les risques de dérapage nucléaire. Mais finalement, ça ne s'est pas passé. Ici, pareil, on avait plutôt l'impression que tous les pays allaient vers une pacification sur le dos un peu des Palestiniens qu'on met tout sous le tapis. Mais là, le gouvernement israélien, il est super agressif. Je crois qu'il y a un jour où il a bombardé 4 pays différents. Je crois qu'il a bombardé des aéroports en Syrie, je ne sais plus, en Égypte. Aussi, je crois qu'il a fait des petites incursions derrière la frontière. Voilà, donc tu peux pas garder un pays comme ça, dans la région, c'est pas possible. Oui, c'est l'enfant mal élevé. Et de toute façon, les populations autour, même si les dirigeants veulent aller de l'avant, développer leur pays ou autre, la population ne peut pas tolérer ce qui se passe là. Donc, et tout ça, ça vole en éclats avec l'incursion du Hamas. Donc ça oblige tout le monde à prendre position. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est plusieurs choses. La première, c'est que l'armée israélienne est en train de faire la preuve de son incapacité à résister à une opération de grande ampleur de la résistance palestinienne. Oui, donc là, à Gaza, ça va être une boucherie pour les... J'ai écouté ce matin une vidéo, Xavier Moreau, qui a rapporté, je ne sais plus qui a dit qu'en fait Tsahal s'est endormi pendant 1 an et demi. Oui. Parce qu'en fait, en Ukraine, il s'est passé beaucoup de choses, notamment, comme tu disais, par rapport aux tanks. Et Tsahal n'a rien compris. Maintenant, c'est très facile. C'est un peu la défaite de la technologie au niveau militaire. C'est ça la grande leçon de l'Ukraine. Et Tsahal miser tout sur la technologie, puisqu'eux n'ont pas la puissance humaine, ils n'ont pas beaucoup de soldats en fait, ils n'ont que 5 millions de juifs en Israël, plus de millions d'arabes je crois, et donc ils ne peuvent pas faire une grande armée. Mais
En fait, c'est plusieurs trucs différents. Effectivement, ils se sont reposés sur leur laurier. Alors j'ai envie de demander quel laurier, parce que c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait ils perdent leur guerre depuis un bout de temps. Hein. Tu regardes, ils ont fait une guerre en 2006 contre le Hezbollah, mais ça a été une déroute terrible hein, pour Israël. Les Libanais se sont rendus compte que par exemple, ils étaient incapables de mener du combat sur le terrain sur lequel ils étaient. C'est-à-dire que tu avais des chars qui se comportaient dans la montagne libanaise comme s'ils étaient dans le désert égyptien. Ils étaient incapables d'adapter leur tactique militaire. Ils n'ont pas non plus, donc indépendamment ils ont effectivement c'est cette idée qu'ils ont des trucs ultra technologiques et que ça permet de tout faire. Du coup, effectivement, ils ont des soldats qui sont formés à bouffer des donuts en mangeant du café, et en buvant du thé et à appuyer sur des boutons pour aller faire tomber un missile sur un groupe de gens. Ça, ils savent faire très bien. Mais ils savent pas aller sur le terrain en fait. Et donc ils ne savent pas adapter leur tactique, ça c'est ce que se sont rendus compte les Libanais du Hezbollah. Ils ne savent pas, et puis je crois qu'il y a une bonne partie de la population israélienne qui n'est plus intéressée par ce genre de... Non, en plus ils sont pas, mais aussi leur armée n'est pas adaptée au combat de guérilla en fait, parce que c'est ça qui est en train de se passer, le combat de guérilla. Là il faut les armées occidentales ne sont plus, les Américains ne vont plus sur le terrain non plus. Non, ils envoient les autres en fait. Là, ils envoient les Ukrainiens. Là, ça me fait toujours rire, c'est ce que dit Xavier Moreau, c'est quand même marrant de voir qu'ils ont des instructeurs états-uniens qui veulent leur apprendre le combat à des Ukrainiens qui sont sur le terrain depuis 1 an et demi. Enfin, ce serait l'inverse, normalement, qui devrait être fait, quoi. Et là, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rentrer dans Gaza. Il faut savoir ce que c'est le combat urbain. Enfin, moi, je fais comme si j'avais fait 5 ans de guerre. Mais j'ai lu des livres. Mais le combat urbain, ça consiste en quoi? Ça consiste en fait que... On l'a plus ou moins sauvé à Mariupol, à Bakhmout. Mais là, ça va être encore pire, parce que ça va être, ils vont rentrer dans une ville en ruine, c'est-à-dire en ruine et complètement avec des souterrains partout. C'est-à-dire qu'en fait, tu rentres, tu peux te faire tirer partout. Donc tu peux te faire tirer des côtés, de devant, tu peux te faire tirer par en dessous, tu peux te faire tirer par au-dessus. Et alors en plus ils ont des unités tactiques qui ne sont pas faites pour, parce que normalement tu dois avoir un char avec de l'infanterie autour, mais eux ils ont des compagnies de chars et des compagnies d'infanterie, donc ils ne savent pas travailler ensemble. Ouais. Donc ça, bon courage pour rentrer et faire du combat urbain comme ça. Et en plus, là c'est ce que tu disais, c'est qu'on a des jeunes qui sont habitués à aller prendre des extasies à Tel Aviv et faire la fête, mais là ils vont devoir rentrer dans une ville qui est sale, où ils vont voir, je veux dire, leur cible ça va être des enfants. C'est pas pareil d'aller bombarder des gosses que de pointer ton fusil et de tuer un enfant. Là, leur cible, ça va être des enfants. Ils vont voir un enfant au bout de la rue. Ils savent que s'ils tuent pas l'enfant va aller dans un souterrain dire il y a un truc. Donc ça va être ça leur cible. Ils vont sortir traumatisés de ça. Ils vont être dans la saleté. Ils vont être dans le bruit. Ils vont devoir tuer des gosses. Enfin, ça va. Ils sont pas préparés à ça. Ils sont plus ou moins conscients. Hein, donc Netanyahou a dit que ce serait Netanyahou, il est d'accord, mais il n'envoie pas son fils à la guerre, hein, Netanyahou. C'est vrai, il reste à Miami. Non, mais il a dit que ce serait une guerre longue. Oui, mais surtout, ils vont quoi? Ils pensent que le Hamas, ils vont attendre. Le Hamas, et puis l'opinion internationale aussi, je veux dire, en Belgique, je veux dire, combien de temps des pays comme la Belgique, vont supporter ça. Je veux dire, il y a déjà beaucoup de voix à demi-officielles qui dénoncent ce qui se passe à Gaza, mais s'il y a une guerre, comme tu dis, enfin, c'est pas possible. Mais ouais, là, je sais qu'ils sont en train d'envoyer des troupes pour essayer d'un peu de voir le terrain, et ils arrivent à prendre quelques positions, mais c'est compliqué. Mais effectivement, rentrer dans Gaza et nettoyer Gaza, comme ils disent, il y a eu, c'est pas gagné. Je ne sais plus qui a fait le parallèle avec la bataille de Mossoul. Donc, quand Trump est arrivé au pouvoir, il a dû prendre Mossoul, hein, donc c'est contre Daesh. Il y avait 12 000 combattants de Daesh. Donc là, c'est Daesh, donc tout le monde était d'accord de les liquider. Même les Kurdes qui vivent, même les habitants de Mossoul étaient contre Daesh. Je veux dire, voilà. Donc tout le monde il n'y a pas de souci. Mais donc, il leur a fallu 6 mois
contre 12 000 attaquants. Là. Enfin, apparemment, là... et donc toute l'armée américaine qui était en support de combattants kurdes, irakiens, enfin je veux dire, ils étaient je crois que 100 000 soldats qui ont attaqué. Mais le combat urbain, c'est le plus dur qui existe. Et donc là, le Hamas, je crois qu'ils ont, en tout cas, enfin eux, je crois qu'ils présentent 40 000 combattants. Ouais. Mais il y en a peut-être moins, mais je veux dire, ça en fait quand même beaucoup. Et puis comme je dis, hein, la population palestinienne, elle est, tout le monde est derrière eux. C'est parce que là, on essaie de nous vendre en tout cas, une bonne partie hein, avec Gaza. Donc là, n'importe qui va voir un soldat israélien, mais il n'y a personne qui va se dire « Ouf, je vais rentrer chez moi ». Non, tu vois un soldat israélien, tu vas voir quelqu'un, tu vas le dire. Quoi. Ils vont avoir la ville entière contre eux. On n'est pas forcément très courageux non plus. Je veux dire, c'est une guerre, voilà. Ouais, disons qu'ils ont une autre notion du courage que nous, quoi. Ils ont appris le courage. Hein. Ouais. Oui, enfin pour eux c'est une question de survie de toute façon. Donc ça va être très difficile pour Tsahal, mais est-ce que les autres pays vont intervenir et est-ce que c'est encore une brique de plus pour une guerre mondiale? C'est une question importante. On a vu que les États-Unis avaient ramené 2 ou 3 porte-avions dans la mer Méditerranée, donc au large de Gaza. Alors Poutine a dit quelque chose de très drôle en Chine. Il a dit moi je ramène un de mes bateaux en mer Noire, mais à portée de ces missiles Kinjal, donc qui sont des missiles hypersoniques. En gros, les États-Unis ne savent pas les arrêter, ils ne les détectent même pas. Donc si Poutine veut éradiquer en appuyant sur un bouton, il peut détruire tous les porte-avions américains. Oui, donc pour résumer. Et alors Poutine a dit mais c'est pas du tout une manœuvre agressive, c'est juste on va là, ne le prenez pas pour une agression. Et la Chine qui n'a jamais rien fait hors de ses frontières. La Chine a ramené son porte-avions aussi dans la région, un de ses porte-avions. La Chine, le message il est clair, c'est on ne touche pas à l'Iran. C'est quand je dis la Chine, c'est une force de stabilisation, mais dans le cadre de la normalisation des relations avec l'Iran. Et donc la Chine, le message il est là, c'est on ne touche pas à l'Iran. Et la Russie, c'est pareil. Et là, il y a eu plusieurs, alors il faut lire entre les lignes, etc. Mais en gros, ce qu'on comprend, c'est que parce que les États-Unis, ils sont, je veux dire, ils comprennent jamais rien. Hein. Ils ont beau perdre des guerres, ils sont va-t-en-guerre tout le temps. Donc là, ils se sont pris une branlée monumentale en Ukraine, c'est pas grave. Là, leur objectif, c'est l'Iran. Ils l'ont annoncé à plusieurs reprises, donc il y a un risque d'escalade avec l'Iran effectivement, mais le message très clair de la Chine et de la Russie, c'est on protège l'Iran avec nos porte-avions, et la Russie, c'est si besoin est, on fournira l'Iran en armes. Donc là, le message il est clair. C'est pas des alliances militaires, mais c'en est pas loin quand même. Et l'Iran, il est le garant de l'axe de la résistance. Donc, ils vont soutenir l'Iran comme les Occidentaux ont soutenu l'Ukraine, en fait. Je pense pas. Je pense qu'ils vont soutenir l'Iran de manière beaucoup plus intelligente. Non, enfin, je veux dire, sans combattre sur le terrain, mais avec de l'aide logistique et en matériel. Oui. Mais de manière plus intelligente, parce que les Ukrainiens ils se sont retrouvés avec des armées complètement bigarrées. Là, les relations entre l'Iran et la Russie, par exemple, en termes d'armement, typiquement, la Russie ne va pas donner à l'Iran des munitions pour lesquelles l'Iran n'a pas déjà des formations, etc. Tu vois, je pense qu'ils feront ça de manière intelligente. Quand la Russie apporte son aide militaire, je me méfierais si j'étais les États-Unis. Oui, enfin voilà, ils ont. Après, la Russie a une tradition séculaire, son armée tsariste, rouge, et maintenant, enfin voilà, ils ont vraiment. Et la Russie, en fait, c'est particulier, hein, parce que Poutine, il a quand même pendant longtemps été plutôt proche d'Israël. Parce qu'il y a beaucoup de Russes en Israël, en fait. Il y a beaucoup de Juifs russes en Israël. Et Ashkenaz. Dans le cadre, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même eu un soutien important, en fait, de la Russie, de l'Union soviétique à Israël pendant longtemps. Mais là, on voit que
Non, tous les pays des BRICS n'ont pas voulu prendre compliqué. parti au début, effectivement. Ils ont tous dit, voilà, il faut une solution des États, tout ça, machin. Mais ça va tellement loin. C'est pour ça qu'on a peur de l'escalade, parce que les pays sont obligés de prendre position de plus en plus. Et voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu le discours de Nasrallah. Donc on est le vendredi 3 novembre. Et Nasrallah, qui est le directeur Enfin, le directeur, c'est pas une entreprise, mais le chef, je ne sais plus c'est quoi exactement son titre du Hezbollah. Et en fait, il y avait des gens qui avaient peur que. Alors, il a pris la parole. Bon, lui, il était probablement dans une cave en haute sécurité, mais il y avait énormément de gens qui assistaient à la retransmission. Et il y avait des gens qui avaient peur que Israël soit tellement fou qu'il bombarde la foule au Liban. Donc ouais, on est à ce stade-là, mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, heureusement. Enfin, que je sache. Bon. La transmission n'était pas finie quand on a commencé le. Enfin, voilà, donc ça pue, mais bon, on va dire qu'on ne sait pas. Ça pue, mais en même temps, on n'a jamais vu une avancée aussi incroyable de la part de la résistance palestinienne et de l'axe de la résistance en général. Mais ça, c'est pas forcément rassurant pour le risque d'embrasement. Si, moi je pense que c'est rassurant dans la mesure où ça envoie un message qui est très clair, c'est quoi que vous fassiez, on sera là. Oui, on va pas lâcher. Et du coup, c'est pas rassurant, mais c'est... Je veux dire, Israël, là, il est en danger de mort existentielle. Non, pas encore, mais c'est l'objectif. Ouais. Oui, mais justement, c'est l'objectif et on se rend compte que les armées, les combattants autour, ont les moyens, ou en tout cas beaucoup plus qu'ils ne pensaient. Donc Israël, s'il est vraiment acculé, Israël, c'est pas comme les Français d'Algérie, ils vont pas partir de là. Hein. Pour eux, c'est leur pays. Donc, oui et non, hein, tu vois de plus en plus en fait de gens qui ont le double passeport qui s'en vont. Hein. Non, bien sûr, enfin, mais pas tous, je veux dire. Y a, parce qu'en fait, il faut quand même. La réalité des choses, c'est que c'est. J'aime bien l'expression comment il s'appelle, Scott Ritter, qui dit Israël, c'est des losers de Brooklyn qui vont habiter dans les terres colonisées parce qu'ils n'ont même pas acheté une maison, ils la volent à quelqu'un et hop, ils se croient. Mais bon, il exagère un peu, mais il y a quand même pas mal de gens qui peuvent rentrer de là où ils viennent, quoi. Il y a effectivement des gens qui sont là depuis plusieurs générations, mais tu as aussi plein de gens en fait en Israël qui tout simplement, là il y a eu des images super impressionnantes de juifs. J'allais dire intégristes qui sont fait casser la gueule par Tsahal parce qu'ils levaient des drapeaux palestiniens et qui disaient mais faut arrêter quoi.